Bienvenue sur la chaîne des Red Flagueuses, le podcast qui vous aide à comprendre les situations et les systèmes toxiques et à essayer de les éviter à la lumière du féminisme et des expériences des invités et de votre hôte. Bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 2 des Red Flagueuses. Alors pourquoi inviter Julie Lambé aujourd'hui ? Celles qui la connaissent sauront tout de suite pourquoi. Mais j'avais quand même envie de vous expliquer ce souvenir un peu particulier que Julie a gravé dans ma mémoire. Il y a quelques années de cela, j'ai eu la possibilité d'inviter Julie dans le cadre d'une activité professionnelle sur les conseils d'une de mes collègues et amies. Et puis je vois arriver cette femme grande, impressionnante, pleine d'assurance qui nous lâche un slam d'une beauté et d'une puissance qui va faire en sorte que tous les poils de mon corps vont se dresser. Pourtant, je me rappelle, ce jour-là, c'était pas évident parce que la moitié des personnes présentes, particulièrement des hommes, n'avaient pas envie d'être là. Tout ça parce que la thématique du jour, c'était le sexisme et qu'au sein de mon travail, même si c'est un endroit particulièrement peace and love sur certains aspects, eh bien malgré tout, cette thématique-là ne plaisait pas. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous faire découvrir ou redécouvrir ou confirmer tout le talent, la gentillesse, la sororité dont fait preuve Julie tout au long de l'année, elle et tous ses camarades du collectif El Slam. J'utilise le mot camarade particulièrement parce que je sais que ça fera plaisir à Julie. Une excellente écoute à vous, on se retrouve en fin d'épisode. Bonjour Julie. Bonjour Marie. Bienvenue sur la chaîne de podcast Les Red Flagueuses. Merci pour l'invitation. Avec plaisir, je suis toute contente de te recevoir, je suis vraiment ravie. Alors, je te propose de te présenter comme tu le souhaites. Donc, je suis Julie Lambé, je suis poétesse, slameuse, militante et je suis également professionnelle du soin, donc du care. Donc, j'allie ces deux passions qui sont les mots et soigner les mots. Voilà, si je vais me présenter. Oui, quand même, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis belgo-congolaise. Je suis une femme king size, on va dire ça comme ça. Et je suis mère de 2 enfants, 2 adolescents. Et voilà, j'ai 45 ans presque, voilà, pour me présenter grosso modo. Qu'est-ce que ça veut dire king size, justement ? Tu parles de ça, ça veut dire quoi ? Je suis plutôt curvy. Ok, curvy. Oui, king size dans l'empowerment, tu veux dire. Voilà, oui, c'est ça. Ouais. Les deux. Donc voilà, c'est une de mes caractéristiques et quelque chose qui fait partie de mes personnalités. Voilà, c'est que je prends de la place. Ok. Je pense que je te comprends. Hein, moi, je suis aussi curvy. Et oui, en fait, on vient de la même ville, hein, de Namur. Donc, je t'ai rencontrée il y a plusieurs années parce qu'on t'a demandé de venir faire un spectacle de slam lors d'une réunion. Et je me rappelle de l'émotion que ça avait fait émerger dans le groupe et je m'en souviendrai toute ma vie. Probablement toi que tu ne te souviens pas forcément de... Si, je m'en souviens très bien. Tu t'en souviens, oui. Voilà, c'était vraiment un moment super. Et puis, je t'avais invité dans le cadre de mon travail à parler justement du care, donc des soins esthétiques, particulièrement pour les personnes qui étaient malades ou qui n'avaient pas d'argent, dans le cadre d'un projet qu'on a mené pendant 5 ans. Donc voilà, c'était l'occasion. Puis j'ai lu Queer, le recueil que tu as de poésie slam, c'est ça, on peut exprimer ça comme ça. C'est les premiers slams. Voilà, et là je viens de faire l'acquisition de la méthode slam. Voilà, qui sait, peut-être un jour vous aurez droit à un slam des Red Flagueuses, je ne sais jamais. Ah je vous le souhaite, il y a tellement à dire que... C'est vrai, et la façon dont c'est dit, c'est vraiment super. Donc je vous conseille de vous intéresser au slam si vous ne connaissez pas.
Alors Julie, si je te dis red flag ou red flags avec un S, qu'est-ce que tu entends toi par là? Moi, j'entends directement se connecter à son instinct. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses où on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est comme s'il se levait et s'agitait à l'intérieur, en tout cas moi, de mon ventre. J'y étais très peu sensible dans les premières années de ma vie. Et plus je vieillis, plus il se lève rapidement, j'ai l'impression, et plus il s'agite avec force. Mais pour moi, c'est ça, c'est sentir, se reconnecter à la sensation qu'en fait, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme ça que je marquerais la définition pour moi de mes red flags. Mais de toute façon, pour le définir plus largement, c'est tous les signaux qui doivent nous mettre en alerte. Et je pense que c'est ça que le corps nous indique. Qui nous indique qu'on est en danger, d'une certaine manière, qu'on est en danger physiquement, émotionnellement, économiquement, ou que sais-je encore. Donc voilà, c'est des grands attentions. Et si tu devais citer 2 ou 3 red flags maintenant que tu ne laisses plus passer? Alors, des red flags, je veux dire différentes catégories, différents pans de ma vie. Sur le plan personnel, c'est me faire rabaisser. Oui. Là, c'est vraiment la chose à laquelle je ne consens plus du tout. C'est les gens qui m'abaisseraient, qui essaieraient de m'humilier par les paroles, même par un geste, par un regard, etc. C'est me faire rabaisser. Ça, le red flag se lève directement et je prends 5 cm de hauteur d'un coup et là, les choses ne passent plus. Professionnellement, j'en suis un peu victime en ce moment, c'est le piquage d'idées. Il n'y a rien qui se vole plus vite que des idées, voilà, dans le milieu culturel, artistique, etc. On parle beaucoup et donc il y a certains airs du temps, donc les gens refont exactement la même chose à quelques détails près. Et voilà, là, c'est parfois des choses où j'étais plus dans la compersion de me réjouir, dire ah ben oui, justement, c'est cool, les gens font un peu la même chose, elles sont sur la même vague. Non, en fait, non. Donc ça, c'est mais là aussi, mes drapeaux s'agitent. Et de manière générale, c'est là plutôt pour autrui, donc plus pour moi mais pour autrui, quand j'assiste à des scènes d'agressivité entre généralement un homme et une femme, là aussi je signale, ne fût-ce que par le regard à la personne qui est prise dans cette bagarre, on va dire, qu'il y a quelqu'un qui est là et qui voit et qui surveille et qui peut intervenir. Donc ça, c'est aussi quelque chose auquel je suis sensible, c'est l'agressivité entre les gens qui semblent proches pourtant. Ok, ouais, c'est 3 très bons red flags, hein, très bons. 3 red flags hyper importants, je dirais plutôt. Quels sont les événements qui t'ont tellement marqué que tu t'es dit là, il faut que je comprenne, ou pour lesquels tu as à un moment donné trouvé des explications, notamment à travers le féminisme, et tu t'es dit ah ben voilà, j'ai compris, ou en tout cas je comprends une partie de ce qui m'est arrivé. Oui, ça je l'ai découvert assez récemment. J'ai une espèce de trauma de l'abandon. J'ai vraiment une peur viscérale et panique qu'on m'abandonne, qu'on me laisse tomber. C'est-à-dire que j'ai accepté des choses qui ne sont pas acceptables au sein de mon couple, au sein de relations, on va dire ça plus largement, qui ne sont pas acceptables, mais que j'ai tolérées parce que je me disais que au moins j'étais avec quelqu'un qui, malgré m'appréciait, et donc sur lesquelles je suis passée en fait. Mais dans ton travail aussi, est-ce qu'il y a des choses que tu as pu repérer ou en tout cas que tu as subies et puis maintenant tu les éclaires de manière complètement différente grâce à tout ce que tu as appris? Professionnellement, c'est moins le cas parce que j'ai démissionné de tous mes jobs. Donc ça, c'est quelque chose qui quand je fais le parcours sur mon CV, je suis partie de tous mes jobs. Quand il y avait quelque chose qui ne me convenait pas, j'ai toujours eu la force et la créativité de me recréer, de me renouveler, de trouver d'autres jobs. Maintenant, ça fait presque 15 ans que je suis indépendante, donc je n'ai jamais manqué de travail, on va dire ça comme ça. Mais au niveau professionnel, là, bizarrement, j'ai jamais eu peur qu'en perdant un employeur ou une employeuse, je ne retrouve pas mieux après. Alors que sentimentalement, j'ai été très accrochée au fait de croire que quand on me disait tu ne trouveras pas mieux que cette relation, je le croyais réellement. Donc là, mon cerveau et mon cœur, il y a comme une espèce de barrière qui fait que mon cerveau a compris des choses que mon cœur a eu plus de mal et a mis plus d'années à comprendre.
Et il y a aussi le fait, je crois qu'on on a parfois des domaines dans lesquels on est plus libre d'investir notre esprit critique, notre recul, parce que les enjeux sont différents. Et puis il y a des domaines pour lesquels on est beaucoup plus bloqué, à la fois émotionnellement, mais aussi en termes de sécurité financière, de responsabilité en tant que parent, parente. Donc je pense que moi, avant, je culpabilisais parce que je me disais, mais comment ça se fait que j'arrive à mener ma carrière plus ou moins correctement et être de plus en plus reconnue en tant que professionnelle, alors que dans ma vie privée, c'est le bordel. Et j'avais cette espèce de balance. Et puis je me suis rendu compte que pour pouvoir avoir de la liberté, il faut des conditions à cette liberté. Et que souvent dans les relations amoureuses, en tout cas, je ne voudrais pas faire de généralité, mais j'ai le sentiment qu'en observant notamment la situation des femmes de 40 ans et plus, qui sont issues de la génération qui est née fin des années 70, début 80, il y a quand même un schéma qui est quand même assez présent, où à l'époque, on n'avait pas conscience de tout ce qu'on sait maintenant. Est-ce que tu as un élément, toi par exemple, que tu changerais ? Au moment où tu choisis par exemple ton partenaire, tu te dirais ah ouais, non mais ça je fais plus et je vais plutôt chercher autre chose. Moi, clairement, ce serait la question, parce que je travaille beaucoup dessus sur le spectacle Pauvre fille, de l'indépendance financière. C'est-à-dire que j'ai beaucoup accepté de porter la charge financière de mon couple à cause de problèmes de santé, etc. J'ai toujours surinvesti financièrement mon couple, mais sans me protéger. Donc c'était un peu payer là où le père de mes enfants payait les meubles, les choses qui durent. Moi je payais l'électricité, je payais la bouffe, les voyages scolaires, les fameux pots de yaourt quoi. Mais vraiment le gros piège quoi. Vraiment le gros piège et ça à refaire véritablement en tout cas sur ça ou même sur l'immobilier, il y aurait des choses qui seraient extrêmement claires et où je ne me retrouverais pas un peu flouée finalement en cas de séparation, comme c'est le cas statistiquement dans beaucoup de cas. Une fois qu'on se sépare, on le sait que statistiquement, nous, en tant que femmes, on s'appauvrit, là où les hommes, c'est beaucoup moins le cas. Et donc ça, j'éduque vraiment ma fille à son indépendance financière et je suis très fière qu'elle soit en train de bosser au moment où nous parlons. Elle a son premier job d'étudiant les mercredis après-midi. Donc en tout cas, je suis très, très, très fière de lui avoir au moins transmis ce message-là, qui passera, je l'espère, dans le spectacle et dans le livre Pauvre fille. Par rapport à ton parcours de femme, quels sont les grands principes de la littérature, de la pensée féministe qui t'ont éclairé tout au long de ta vie ? Est-ce qu'il y a ou des termes, par exemple, on peut appeler male gaze ou qu'est-ce que je pourrais encore utiliser comme terme, manspreading ou mansplaining, enfin tu sais tous ces termes qu'on retrouve dans la littérature féministe et qui permettent de définir et de décrire des phénomènes pour lesquels avant on n'avait pas d'outils. Est-ce qu'il y en a 2, 3 qui ont vraiment été des moments de révélation dans ton parcours ? Sans parler du côté masculin, je dirais sororité. Ça c'est vraiment le premier mot qui m'a un peu bouleversée dans mon parcours de féministe, c'est celui-là. Tu disais tout à l'heure qu'il y avait parfois des domaines de notre vie où on était très actrice et d'autres où on était un peu plus en retrait. Mais moi, c'est vraiment le slam et le féminisme sont venus se mettre vraiment au même moment dans ma vie. C'est-à-dire sur le tard, c'était il y a une dizaine d'années seulement. Et à partir du moment où j'ai fait du slam et que j'ai commencé à lire des textes féministes, à être en accointance avec des féministes, à produire des contenus féministes, je me suis rendu compte que c'était impossible de faire marcher, comme s'il y avait un cliquet, là, tu vois, que tu pouvais plus revenir en arrière et que ce que j'écrivais, que je performais sur la scène, après il était inconcevable pour moi que je retourne dans mon foyer et que je me laisse faire, que je me laisse maltraiter, etc. Et ça a d'ailleurs coïncidé avec la fin de mon couple, avec une relation d'une vingtaine d'années. Donc ça c'était très très important. Et le mot sororité, vraiment de se dire qu'en fait t'es pas toute seule. Que ce que tu traverses, il y a plein de nanas qui le traversent, que si tu as des soucis, faut jamais avoir peur de demander, pas de honte, pas de honte à dire je me suis retrouvée dans un salon où il y avait plus de canapé quoi. C'était vraiment, et heureusement que j'avais ma voisine qui se débarrassait du sien, etc. Donc il y a toutes des choses en fait qui peuvent se mettre en place quand on dialogue avec des amis ou même pas des amis, mais en tout cas avec d'autres femmes qui vivent les mêmes situations, qui sont sensibilisées en tout cas aux mêmes thématiques que nous. Donc ce mot sororité, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Je dis pas qu'on valorise trop la relation amoureuse parce que je suis extrêmement heureuse en couple aujourd'hui et donc je sais à quel point la relation amoureuse est importante.
mais la relation amicale et sororale devrait être tout aussi valorisée, je pense, dans ce qu'on apprend en étant jeune, en fait, tout simplement. Oui. Je pense qu'il y a des chagrins d'amitié qui sont parfois plus durs à traverser que certains chagrins d'amour, clairement. Je pose souvent la question à mes invités, mais quand tu n'avais pas l'éclairage de ce terme sororité, est-ce que quand tu as pu comprendre ou tu as pu repérer dans ton parcours des moments où vraiment tu as été victime ou tu as fait du mal à quelqu'un parce qu'il y avait vraiment ce principe de la bonne meuf, de cette concurrence entre femmes, d'être cette schtroumpfette qui à un moment donné est choisie par le groupe d'hommes? Est-ce que ce sont des phénomènes que tu as pu observer ou est-ce des choses que tu as déjà vécues? Parce que moi c'est vraiment quelque chose qui m'a traversée, c'est toutes ces fois où finalement j'ai manqué, pas de manière radicale, parce que je crois que globalement je suis quand même quelqu'un de sympa, mais j'ai jamais frappé quelqu'un parce que une fille parce que je me sentais en concurrence avec elle, mais j'ai parfois manqué d'écoute et de soutien, et je n'ai pas corrigé parfois des gens qui pouvaient dire des choses négatives sur ces personnes-là, ou moi j'ai pu dire des choses négatives, mais qui étaient uniquement basées sur ce sentiment, c'est elle ou moi. J'ai pas de souvenir comme ça où j'ai été mise en concurrence directe avec une autre femme, avec une collègue, etc. Professionnellement, je pense que ça ne s'est jamais mis, mais c'est vrai que avec le recul, je pense que je n'ai pas, quand je voyais des injustices, par exemple, je n'ai pas été assez du côté des gens qui s'en prenaient plein la tronche. Voilà, ça j'ai des exemples en réunion, par exemple, où prise de parole coupée, des mots qui rabaissent, etc., des choses hyper sexistes, ou limite des bonnes blagues, j'en rigolais. Voilà, je trouvais quel bon mot. Enfin, c'est des trucs hyper sexistes sur lesquels maintenant j'aurais une tête comme ça, là, des yeux qui se lèvent au ciel. Ça passait. En fait, j'étais pas du tout sensibilisée à ça. Sur le physique, voilà. Enfin, par exemple, clairement sur le physique des femmes, et même quand je vois encore parfois des stand-up, des sketchs, etc., il y a des choses où ça ne passerait plus, en fait, où ça ne passe plus. Alors que j'étais beaucoup plus perméable. En tout cas, j'étais dedans, je ne voyais même pas ce qui était mal, en fait, à ce qui était en train de se jouer autour de moi. Et pourquoi, toi et moi, on ne laisse plus passer? Parce qu'alors, on va nous sortir la phrase on ne peut plus rire de tout maintenant, hein, ça ne va pas, on ne peut plus rien dire. Mais pourquoi on ne peut plus... Alors moi, souvent, je réponds aux gens, c'est pas qu'on ne peut plus rien dire, c'est qu'on ne peut plus rien dire qui fait du mal aux autres. Oui, on ne peut plus rien dire, surtout, et que l'autre ne dise rien. C'est surtout ça, c'est qu'en fait, les gens maintenant en face, ils l'ouvrent. Et c'est ça qui est perturbant pour les gens qui font de l'humour raciste ou de l'humour sexiste, etc. C'est qu'en face d'eux, maintenant, il y a des gens qui ont des répondants, et notamment grâce au slam et tous les cours de tous les jeux de cartes comme Tac à Tac, par exemple, de Geneviève Smal, qui fait des chouettes, vraiment des chouettes jeux. Je pense qu'on a un art de la répartie qui doit dérouter, en fait. C'est pas qu'on ne peut plus rire, mais c'est qu'en fait, il y a des gens qui sont sensibles en face et qui réagissent. Oui. Sensibles et sensibilisés et qui réagissent. Et c'est pour ça qu'une direction qu'on peut prendre pour continuer à rire, c'est d'abord de rire de soi. L'autodérision, si on ne l'a pas... Voilà. Donc, je pense qu'il faut laisser aux gens qui ont des caractéristiques spécifiques, entre guillemets, le soin d'avoir de l'auto-analyse d'eux-mêmes et de rester finalement là-dessus, parce qu'il n'y a rien à faire quand on va commencer à critiquer les autres ou à s'en moquer, mais où on sent que l'objectif c'est de rabaisser pour montrer que finalement moi je suis le bon modèle. C'est ça qui pose problème. Maintenant on peut aussi rigoler parfois de choses qu'on observe, mais c'est vraiment cette position, est-ce que je me mets au même niveau des gens dont je parle, est-ce que je m'inclus dans ce processus humoristique, mais qui est souvent critique. L'humour, c'est fait avant tout pour faire rire, mais surtout pour critiquer aussi la société, offrir une vision de celle-ci. Et le souci, c'est quand vraiment on sent qu'il y a une position de domination qui est prise par la personne qui émet cette blague. Et je donnais l'exemple à des délégués syndicaux et des délégués syndicales. Je dis, quand vous avez, 12 bonhommes qui sont installés dans le réfectoire et qu'il y a 2 femmes, et que vous faites 6 ou 7 blagues sexistes, elles vont peut-être rire, mais elles vont rire jaune, parce que vous installez un contexte, une ambiance de danger et de remise en cause des personnes qui sont là.
vous êtes un groupe mixte autour de la table et les femmes ont commencé ou d'autres gens à taper 2-3 petites blagues et puis on répond et on rigole, on est dans un autre rapport de force. Ouais, tout à fait. Mais je pense que beaucoup de gens ne mettent pas en perspective en fait le moment et le lieu qu'ils choisissent pour lâcher leur humour. Quand on dit oui, c'est de l'humour, quand on ne sait pas entendre qu'en face ça ne fait pas rire et que ça blesse, c'est là que c'est dommageable en fait, parce qu'on peut avoir des bêtes blagues ou des choses qu'on trouve réellement qu'on trouve drôles, mais si on n'est pas capable d'entendre qu'en face en fait c'est pas drôle, c'est blessant, c'est touchant, etc. C'est là que c'est un peu plus compliqué pour moi, parce que l'humour ça charrie quand même en fait les valeurs qui sont les tiennes, quoi. Si tu tapes non-stop sur les personnes racisées, oui allez, tu le fais une fois, ok, ça peut être drôle dans un certain contexte, mais tu peux pas le faire 15 fois 15 jours d'affilée. Non, c'est plus de l'humour, là c'est vraiment tes valeurs que tu fais passer sous couvert d'humour. Donc il y a aussi la fréquence et à qui tu le fais, et voilà, tout n'est pas drôle en fait. Non. Donc je sais que tu mets en place des formations aussi dans les entreprises, c'est bien ça, ou tu le fais encore ? Je le fais encore, okay. Ouais. Qu'est-ce que tu proposes comme outil, comme formation ? Alors, je rentrais pas plus tard que ce matin, justement, un appel d'offres pour, on peut le dire, un Solidaris, hein, oui. pour pouvoir accompagner justement les femmes. Je l'ai fait avec des partis politiques l'été dernier, à avoir de la répartie justement et confiance en soi. Quand on est dans des groupes, donc que ce soit des petits groupes pour de l'animation de réunions en petits comités, jusqu'à des présentations de conférences. Donc, ce sont tous des trucs et astuces, ne fût-ce que sur les contenus, sur sa corporalité, comment est-ce qu'on gère les mains moites, les mains qui tremblent, la transpiration excessive, etc. Souvent, la réponse est en fait, on s'en fout. Vous êtes Jacques Brel, postillonnez, transpirez, faites des grands gestes. on s'en fout, quoi. Mais voilà, on est dans un contexte patriarcal où, en tant que femme, c'est beaucoup plus compliqué à entendre. Là, on voit Jacques Brel, on dit « Oh mon Dieu, comme il se donne sur la scène !» Une femme qui transpire, qui postillonne, qui bégaye, etc. Ça a des côtés, en tout cas, c'est des stéréotypes très négatifs qui sont associés à ça. Et donc, c'est plus compliqué, en fait, pour les nanas. Donc, moi, j'essaye de leur donner un côté badass et de s'en foutre. Faire, tu disais justement le mind spreading, etc. Ouais. Prenez de la place, quoi. Prenez de la place. Alors, tu vois, là, je suis les jambes croisées. Au contraire, moi, je dis, allez-y, prenez de la place, écartez les jambes, mettez-vous avec des attitudes un peu plus viriles. C'est comme ça que je me définis. J'aurais peut-être dû le mettre dans la définition de comment je me définis. D'être un peu plus viril, en fait, pour être dans des contextes, en tout cas, où on est entouré d'hommes, où on est clairement en minorité. L'attitude, la posture, en fait, rien que la posture, en fait, physique, le regard que tu vas adresser à quelqu'un, le fait de pas baisser les yeux, etc., ça peut aider. Quand ils sont des groupes de femmes, on fait du micro-féminisme, donc des conseils simplement, quand quelqu'un se fait couper la parole, hop, que quelqu'un du groupe, c'est pas celle qui s'est fait couper la parole, va dire je me situe jusqu'à maintenant, je peux parler, c'est une autre nana du groupe qui doit renforcer en disant je pense qu'elle était en train de parler, donc comme ça au moins ça met, elle n'était pas toute seule, quoi. Ce genre de petites choses que j'essaye de mettre en place, et voilà, c'est fun en fait, et c'est toujours en fonction des envies, des besoins surtout des personnes en entreprise, essentiellement un public féminin. Ok. Et est-ce que tu ne t'occupais pas de la question du burn-out à un moment donné ou... C'est surtout Lisette, ma sœur, qui s'occupait des questions liées au burn-out. Oui. Mais je pensais que tu avais aussi un module de formation là-dessus. C'est pas une formation, c'est une conférence gesticulée qui s'appelle Attention au lion. C'est sur la qualité de vie au travail et c'est comment effectivement la psychologie positive, qui était quelque chose de très bien justement, est en fait récupérée par le milieu capitaliste et fait reposer notre santé mentale sur nous-mêmes. Alors qu'en fait ce sont des systèmes qui, surtout le monde du travail, qui nous cassent un petit peu mentalement. Donc ça c'est plutôt sur l'aspect qualité de vie au travail que je travaille la question du burn-out et pas individuellement. J'ai pas la casquette et le bagage pour le faire individuellement. Ok, mais c'est super intéressant de savoir que tu travailles là-dessus, parce que moi je me suis rendu compte en travaillant sur des sujets aussi tels que le harcèlement moral en entreprise, les violences conjugales et intrafamiliales, etc., que beaucoup de
d'outils qui étaient proposés aux gens en général, que ce soit des hommes ou des femmes ou les personnes LGBT, c'était le développement personnel. Moi, en tant que personne de gauche, j'ai vraiment beaucoup de mal avec le discours sois la meilleure version de toi-même, quand on veut, on peut, il faut se lever à 6h du matin, faire du yoga, 5h, pardon, excuse-moi, allez, 4h30, allez, soyons folles, et pour aller faire un footing avant de faire une salutation au soleil et de manger uniquement de la nourriture bio, voilà, et puis partir au boulot pour arriver en souriant, en ayant une coiffure impeccable et des cils qui frisent. Voilà, moi, c'est tout un discours que je sais est de plus en plus démonté. Et je me suis rendu compte, en travaillant sur la question de l'extrême droite, qu'il y avait beaucoup de thérapies qui étaient proposées, et souvent de manière totalement innocente, totalement pleine d'enthousiasme par des thérapeutes, hommes ou femmes, qui avaient des racines dans les mouvements d'extrême droite, ou en tout cas dans des mouvements sectaires. Et donc j'ai évoqué la prudence à laquelle il fallait qu'il fallait activer par rapport à tout ce qui était New Age, et je me suis pris une levée de bouclier de pas mal de gens, parce que je me suis rendu compte que je remettais en question toute une série de croyances, notamment le féminin sacré. Donc cette notion que les femmes ont par essence des capacités de préséance, de ressenti, un instinct qui fera qu'elles sont différentes des hommes. Différentes, notamment des femmes trans aussi, parce que là on trouve un peu aussi les racines d'un discours transphobe, et en même temps je me suis dit mais oui, peut-être que pas mal de femmes ont cru faire de la sororité mais se retrouvent finalement dans des groupes individualisants. Et je me suis dit, à un moment donné, il y a des modèles comme ça de sororité magique, de sorcellerie en fait, qui ont été proposés aux femmes, et j'ai parfois peur qu'elles s'y perdent. Parce que on s'est pas lié c'est pas ancré dans le sol en termes scientifiques, en termes, j'ai toujours peur des dérives sectaires, etc. Est-ce que c'est des choses que tu as déjà rencontrées? Est-ce que c'est des alarmes que tu as déjà eues aussi? Parce qu'en même temps, quand on fait preuve d'ouverture, on peut s'intéresser à tout ça et être à l'écoute, mais j'ai l'impression que c'est très compliqué de revenir en arrière. Ouais, moi, comme je travaille dans le bien-être, effectivement, c'est un secteur qui m'est familier. J'ai toujours envie de dire que chacun trouve son chemin. Si à certains moments vous avez besoin d'aller enlacer des arbres et de connecter façon avatar à la nature, etc., par pitié, faites-le. Si ça vous fait du bien, franchement, allez-y, faites-le. Moi-même, je n'hésite jamais à retirer mes chaussures pour faire du earthing, du grounding, pour reprendre la force qui vient du sol. Si ça fait du bien aux gens, qu'ils le fassent. Là où je tire la sonnette d'alarme, c'est plutôt du côté, non pas des clients du développement personnel, mais des pseudo-gourous du développement personnel, plutôt ceux qui sont les vendeurs, en fait, appelons un chat, ceux qui sont les vendeurs. Parfois, c'est tellement simple d'abuser de personnes qui sont en détresse émotionnelle. Si tu n'es pas équilibré ou si tu es un peu malsain dans ta tête, c'est extrêmement facile d'abuser du besoin de tendresse, du besoin d'attention, du besoin de douceur qu'ont les gens. Et donc, ma méfiance, c'est plutôt attention aux gourous, plutôt que attention, en tout cas pas de critique. Je critique pas les gens qui fréquentent ce genre d'endroit, parce que évidemment que ça fait du bien qu'on te dise que tu es une belle personne, évidemment que ça fait du bien de se faire caresser, évidemment que ça fait du bien de faire des formations où soudain tu es un winner, tu gagnes 500 € en plus à la fin du mois, etc., parce que tu es dans un espèce de truc de coaching mental, de motivation collective, etc. Mais c'est toujours une méfiance. C'est toujours une méfiance. Je me suis retrouvée à des salons que j'appelle ésotériques, maintenant des salons du développement personnel et du bien-être. Il y a à boire et à manger. Il y a des gens extra, il y a des gens très attentionnés, il y a des gens monsieur et madame tout le monde, il y a des gens comme moi et des gens... Et par contre, voilà, il y a quelques margoulins dans le tas. C'est de cela qu'il faut se méfier. Et là, effectivement, parfois, ça peut partir vers des choses un peu plus sectaires. Et là, c'est carrément hors la loi, quoi. Donc, il faut être attentif quand on voit, en tout cas, une connaissance
qui tombent dans ces travers-là, parce que le discours, c'est toujours, vous allez voir, votre entourage ne vous comprendra pas. Votre entourage va vous critiquer. Votre entourage va avoir envie de vous dire que ce que vous faites là, c'est quelque chose de négatif. Mais suivez votre instinct profond. Vous savez que c'est bien pour vous, etc. Donc voilà, c'est toujours les gens qui vous disent de vous méfier de vos plus proches. Il faut vraiment s'en méfier, quoi. May God have mercy on us all. Oh, sister, let's go down to that river there. En quoi, toi, dans ton travail avec notamment les femmes que tu accompagnes, tu vois que le collectif a ce petit truc en plus que la recherche individuelle n'a pas? Ben, c'est l'expression, la force du loup, c'est la meute, en fait. C'est qu'on peut être des personnes plus ou moins fortes ou plus ou moins faibles. Notre force, c'est notre capacité à créer le lien avec les autres, et on a toujours plus de force dans un groupe d'individus que dans une personne seule. C'est pour ça que les syndicats sont mis à mal, parce que les structures patronales savent qu'un individu contre une attablée de 8 directeurs en face de lui, va être dans ses petits souliers, va pas se défendre. Mais si vous venez vous-même entouré de 8 syndicalistes en face des 8 patrons, on sent même corporellement qu'on n'est pas la même personne. Donc c'est très très important d'avoir cette énergie-là, ces encouragements avec le collectif ELSLAM, collectif de poétesses duquel je suis membre depuis 2015. C'est toujours ça notre créneau, c'est-à-dire qu'on monte ensemble. C'est vraiment la phrase, on monte ensemble. Il y a une dizaine d'années, on se rendait compte qu'il y avait énormément de femmes dans les ateliers d'écriture, mais que quand il fallait passer sur la scène, il n'y avait plus personne. Pourquoi ? Il y a plusieurs des raisons purement logistiques, c'est-à-dire que c'est les soirées, le soir, etc. Quelle femme avec des enfants en bas âge va ressortir et dire « je vais faire un peu de poésie, salut ». C'est un milieu très bonhomme, relativement alcoolisé, on va dire ça. Enfin bref, donc les contextes ne s'y prêtaient pas. Et puis surtout, on n'osait pas. Tout simplement, on n'osait pas. Il n'y avait pas beaucoup de textes féministes sur les scènes slam il y a une dizaine d'années. Maintenant, la balance est complètement inversée. Mais c'était dur d'aller commencer avec des textes très machos, très machistes. D'oser monter après ça, c'était un peu compliqué. Et donc, on monte ensemble. C'est la garantie que dans le public, tu as au moins 5-6 nanas qui vont dire « allez, vas-y, monte, t'applaudir, etc. » Ça donne une force, tout simplement. Ça, je dirais, le rapport important entre l'individu qui peut être très puissant
mais la force du collectif qui va te donner forcément du pouvoir. Et c'est aussi remettre le vrai terme d'empowerment au centre, c'est-à-dire que c'est pas Beyoncé, je suis la reine du monde, etc. C'est vraiment de se dire qu'ensemble, on va se donner, construire ensemble, aller chercher les moyens d'action qui vont nous permettre vraiment d'agir, d'avoir une force de changer les choses, quoi. Tout à fait. Parce que il y a un autre podcast que je suis et il y a un livre qui est sorti de ce podcast, c'est Mansplaining, justement. C'est un journaliste français, dont évidemment j'ai oublié le nom et le prénom, là tout de suite, Thomas Messias, voilà, qui a écrit À l'écart de la meute, qui était aussi un bouquin fondamental, moi, dans ma compréhension des rapports de genre, notamment entre les hommes et les femmes. Lui, il décrit cette capacité assez incroyable des hommes à créer des boys clubs. Mais boys club, c'est pas forcément péjoratif. C'est-à-dire, on peut comprendre qu'à certains stades de la vie, on a besoin de se rassembler dans des groupes affinitaires qui nous ressemblent. Donc entre personnes racisées, par exemple, entre femmes, entre hommes, entre personnes LGBT, entre personnes passionnées par le crochet. Enfin voilà, tout ce qu'on veut, il n'y a pas de problème. Mais cette espèce de lien qui fait qu'on va être entendu, choyé, écouté. Sauf qu'il insiste sur le fait que dans les boys clubs, il y a une entente et une sorte d'accord sacré du silence, et qu'il y a aussi souvent un mâle alpha qui va dominer, ou plusieurs mâles alpha qui vont dominer le groupe, et que c'est très compliqué encore à l'heure actuelle pour un garçon, adolescent ou un homme, de dire vous avez fait ou dit quelque chose qui est très choquant, notamment vis-à-vis des femmes, je dénonce et je quitte le groupe. Parce que ça veut dire perdre une partie de son statut social. Surtout quand dans ces clubs, dans ces groupes, il va y avoir des relations professionnelles qui vont commencer à se construire, des relations d'argent, des relations familiales aussi. Hein, ma fille a épousé ton fils, etc. Mais je me disais, en observant ça, avec lui évidemment, Thomas, il met en avant tout ce qui est assez négatif et qui fait que il n'a pas, par exemple, lui-même réagi à certains moments quand il a vu des femmes mises en difficulté par des amis qu'il avait, et qu'il n'a plus d'ailleurs. Mais je me suis dit, mais oui, mais nous les femmes, on est où par rapport à des girls clubs, pour reprendre l'inverse, quoi. Et je trouve qu'à travers les groupes, notamment de slam, ça commence pas, hein, parce que si on fait un peu de recherche historique, ça a toujours été là, mais on dirait que c'est par vague, hein. Il y a des périodes où c'est très fort, où les femmes se voient, s'associent, s'unissent, voilà, et s'organisent pour faire face, mais c'est pas toujours facile à mettre en route. Et quand j'en ai parlé avec des amis, en fait, on s'est rendu compte qu'on s'était pas donné l'autorisation de mettre ça en place. Il fallait comme s'il fallait un petit pitchonnette de l'extérieur, quelqu'un qui nous dit allez, vas-y, tu peux te mettre ensemble. Et je trouve que ça, c'est un rôle que tu joues, de montrer que le collectif est possible. C'est une force que tu sens, toi, vraiment, dans les groupes que tu as pu mettre en place ou dans les formations que tu donnes. Oui, vraiment. Vraiment, c'est quelque chose, il y a comme un avant, un après, où on se rend compte, oui, c'est vraiment la sororité. On se rend compte de cette petite chose qui est belle d'avoir des comparses, en fait, des camarades, d'avoir vraiment des camarades. C'est un terme qui est très masculin, mais que j'aime beaucoup, que j'adore. Ah hein. oui, moi aussi. Je veux dire, camarades syndiqués, j'appelle tous mes potes camarades syndiqués. Donc, je trouve que c'est vraiment très, très important d'avoir cette notion de faire lien, en fait. Physiquement, voilà, on dit toujours les femmes au foyer, etc., les générations précédentes, etc. Mais je pense qu'il y a un réel lien entre cet isolement physique à l'intérieur des maisons et la vie plus sociale, plus relationnelle, etc., liée vers l'extérieur. Je crois que sortir, c'est-à-dire arriver à se réapproprier l'espace public en tant que femme, c'est quelque chose qui est hyper important, ne pas avoir peur, ne pas être dans la peur. Et le fait d'être à plusieurs, ça aide. Je trouve, en tout cas, moi, quand je marche en rue le soir et qu'on est à plusieurs, je me sens beaucoup moins en insécurité. Je ne dis pas qu'il y a de l'insécurité, mais en tout cas, le sentiment d'insécurité que je peux avoir quand je marche seule la nuit est beaucoup plus important. Enfin, je veux dire, tu vois, il y a le parc de la Bovry entre nous deux, là. Il ne me viendrait jamais à l'idée, en hiver, à 21h, d'aller me balader à la Bovry, alors qu'en été, à 22h, tu vois encore, tu peux y aller, etc. Donc, c'est vraiment cette sensation qu'il faut essayer de combattre, et en étant ensemble, c'est quelque chose qui est plus facile. Et alors, pour rebondir à ce que tu disais, qu'il y avait une espèce d'omerta dans les boys clubs où c'était un peu la loi du silence, à contrario, je trouve que dans les groupes militants, et moi je fréquente les milieux plutôt féministes,
il y a une tendance qui est plutôt, qui peut parfois être un peu violente dans le sens inverse, c'est-à-dire que tu dois avoir une espèce de pureté militantiste qui fait qu'un mauvais mot, qu'une mauvaise interprétation, que si on n'est pas d'accord sur tout, ça peut vite devenir, on est d'accord sur rien. Oui. C'est-à-dire qu'il y a tellement de manières d'exprimer son féminisme. Après, voilà, moi je suis dans l'intersectionnalité, donc est-ce qu'on peut être amis si tu es féministe et qu'on est raccord sur tout au niveau féminisme et que tu me dis, ouais, mais quand même, moi j'ai un problème avec les Maghrébins, par exemple. Voilà. À quel endroit, en fait, est-ce qu'on peut continuer à faire des espèces de cercles qui s'entrecroisent? Est-ce qu'on doit être superposé sur tout? Oui. Ou que si on a un petit truc qui ressort, c'est-à-dire qu'on n'est plus d'accord sur rien, ça c'est parfois quelque chose qui est un peu compliqué dans les groupes militants. C'est ce besoin, et alors plus t'es intersectionnel, plus c'est dur, parce que c'est sur les questions classistes, validistes, LGBT, etc. Donc tu dois vraiment être presque sur le qui-vive, de ne blesser personne, d'être attentive aux mots, parce qu'en plus, voilà, les mots, j'adore le dictionnaire du militantisme, du contre-pouvoir, etc. Mais le nombre de termes techniques qu'il y a pour parler dans les milieux militants, c'est-à-dire que si tu ne les as pas, t'es un petit peu hors jeu, ou tu peux vite être à côté techniquement, etc., qu'on te reproche des choses. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être parfois un peu compliqué, justement. Là où tu dis, ah non, les mecs, ils se serrent les coudes, c'est tous jusqu'à la mort, on est ensemble, etc. Dans les milieux militants, alors que c'est ça, justement, qu'on combat, parfois, on a tendance à se déchirer pour quelque chose qui pourrait être perçu par l'extérieur comme un petit détail. Donc ça, c'est quelque chose, toujours se dire c'est quoi notre socle commun en fait, de valeurs, et est-ce que ça vaut vraiment la peine de bousiller une amitié ou une collaboration parce qu'on n'est pas d'accord. Quand il y a on met un vernis de solidarité et de démocratie dans un groupe, mais qu'en fait, il va y avoir une oppression qui est mise en place au sein du groupe. Avec la langue. Là, il y a un problème. C'est déjà quelque chose qui me fait allumer une lampe d'urgence, et avec cette volonté de dire, OK, là, on remet tout au centre et on redistribue les cartes, parce que là, ça ne va pas. Mais il y a une autre chose qui, moi, par rapport au côté presque fondamentaliste qu'on peut avoir dans certaines lectures féministes. Bon, d'abord, le féminisme n'a jamais tué personne, donc il faut aussi relativiser. On ne va pas tomber dans ce discours oui, mais les féministes, elles exagèrent. Non. Quand on a subi de la violence et de la domination pendant des siècles, il est normal que ça gueule un peu. Hein, voilà. Faut toujours s'excuser d'être un peu vulgaire et de faire beaucoup de bruit. Là, je suis désolée. On ne s'excuse de rien. On s'excuse de rien. Voilà. On a le droit de faire ce qu'on veut. Maintenant, en même temps, moi, dans mon boulot, je travaillais aussi avec des hommes, hétéro-cisgenres pour la plupart. Et je suis moi-même fille d'un homme, compagne d'un homme et mère d'un petit garçon. Donc, c'est toujours de trouver aussi cet équilibre complexe entre être très clair sur mes revendications, mes droits, ce que je veux, ce que je ne veux plus, et en même temps continuer à avancer avec la société. Et donc ça, dans ces cas-là, moi j'assume maintenant le fait que dans mon combat féministe, j'estime que les hommes sont des alliés. Certains sont des adversaires, clairement, mais certaines femmes sont aussi des adversaires, clairement, puisqu'elles jouent le jeu du patriarcat et du sexisme parce que ça leur apporte trop de privilèges, des privilèges en tout cas auxquels elles tiennent, mais je veux continuer à intégrer les hommes parce que justement j'ai cette conscience que c'est tellement une construction sociale, le fait d'être un homme et une femme, et la différence entre nous est tellement ténue. Enfin, tu nous donnes des médicaments pendant 1 an, on devient l'autre d'une certaine manière, hein. On peut changer de genre. Alors c'est plus complexe que ça, mais je me dis, c'est bien la preuve que même chimiquement en parlant, on est très 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 proches. Il y a très peu de choses qui nous séparent biologiquement en tant qu'hommes et femmes. Donc vraiment faire une scission, pour moi, c'est renforcer finalement le stigmate. Mais je comprends que quand une femme a subi des violences et a été confrontée à énormément de choses de la part des hommes, elle ait besoin d'être dans ce rejet à un moment donné. Oui, moi, franchement, quand j'ai autour de moi pas mal de personnes qui sont misandres, et je les comprends. Moi-même, j'ai parfois une misandrie qui me monte vraiment dans la gorge.
que chacun vive son féminisme comme il le veut. En fait, c'est vraiment ça. Et j'applaudis autant quelqu'un qui me dit non, moi je suis lesbienne politique et qu'il faut plus me parler d'une relation hétéro avec un mec. Et j'applaudis celles qui disent non, moi les mecs, certains mecs, c'est mes alliés et je les porte et je suis très pédagogue et je continue à être très très pédagogue avec tout le monde. Voilà, il y en a qui diront justement au contraire, non, fais ton éducation toi-même. Je perds plus mon temps à ça. Voilà, chacun est là où il est sur son chemin militant et féministe, et il y a de la place pour tout le monde, en fait. Il y a de la place pour tout le monde, et oui, on ne te demande pas d'être ami avec les féministes du monde entier, et inversement. La sororité, ce n'est pas non plus une obligation d'être en amitié avec les autres, c'est vraiment juste une solidarité. Et moi, j'aime bien la formule « le plus petit dénominateur commun », c'est-à-dire que, voilà, est-ce que sur les valeurs fondamentales, on est d'accord ou on n'est pas d'accord, et puis pour le reste, ben voilà, l'étoile, elle a des bras plus ou moins longs, et chacun va aller en fonction de ses valeurs, son chemin, sa personnalité, ses relations familiales, etc., à un endroit ou à un autre. Mais voilà, la notion d'écoute, de dialogue, de ne pas couper le dialogue, c'est important. On peut se fighter avec des gens, moi-même, même professionnellement, artistiquement, j'ai des gens où je me dis, oh là là, je peux plus voir sa tête, même sur les réseaux sociaux, c'est cut. et puis en fait, quand tu revois les gens dans la vraie vie, tu te rends compte qu'en fait, les gens ont quand même des bons côtés, quoi, quelque part. Donc, c'est un peu bête de se disputer alors qu'on a finalement les combats qui sont identiques. Ok, alors revenons sur le terme que tu as déjà cité, l'intersectionnalité. Moi, je pense que je suis un peu dans la lasagne, mais je me rends bien compte en tant que femme blanche que je ne partage pas toutes les couches de lasagne des femmes qui sont dites racisées. Est-ce que tu peux, toi, donner ta définition de ce qu'est l'intersectionnalité et en quoi c'est aussi un concept qui a peut-être changé ta vision du monde, ta vision de ton quotidien aussi? C'est la convergence des luttes, je dirais, c'est vraiment de se trouver à l'intersection de plusieurs systèmes de domination, que ce soit au niveau de la classe sociale et du capitalisme, que ce soit au niveau du genre, que ce soit au niveau de la race, ça peut être aussi au niveau du handicap, du validisme. Il y a plein de choses qui nous mettent en dehors de ce qu'on appelle la norme et en dehors des classes privilégiées. Et chaque fois, ça en rajoute une couche. Hein. Voilà, que tu sois une femme et que tu sois une femme racisée, c'est pas encore la même chose. Oprah Winfrey ou la balayeuse d'Oprah Winfrey, c'est pas la même chose non plus. Donc, tu peux être racisée et avoir plein de pognon, tu peux être racisée et être pauvre. Enfin voilà, c'est une espèce de lasagne, comme tu disais, qui fait que c'est beaucoup plus complexe parce que c'est compliqué, par exemple, pour des populations racisées de se battre contre le racisme, mais d'être à côté de toi dans la lutte, à côté d'un gros macho, en fait. Donc, tu peux avoir des luttes communes en disant, oui, c'est dégoûtant, en fait, d'oppresser les Noirs, et puis en fait toi-même tu reproduis un système d'oppression sur les femmes, donc voilà, c'est toujours un peu compliqué. On parlait de la maîtrise de la langue dans les milieux militants. Là aussi, c'est la classe, en fait, le fait que tu sois universitaire ou que tu sois comme les femmes qu'on accompagne, que tu n'aies même pas ton diplôme de primaire, il n'y a rien à faire, il y a tout un univers sémantique que tu ne maîtrises pas, donc des codes que tu ne maîtrises pas, et donc des sensations que tu as ou pas, et le privilège que la parole a, le fait d'être sur scène régulièrement, je sais que j'ai des privilèges qu'une femme qui n'est pas sur scène, qui n'a pas le micro, voilà, qui n'est pas en face de toi, qui n'a pas une audience, etc., n'a pas. Donc c'est très très important de toujours se dire, ok, je sais, moi-même je suis opprimée, je suis une femme, je suis racisée, mais en fait, ouais, je suis quand même universitaire, oui, je suis quand même indépendante, oui, je suis indépendante financièrement, et c'est toujours important de se dire, ok, où est-ce que je suis? Ok, je suis opprimée, je sais qu'il y a encore des gens qui le sont plus que moi, et donc d'être très très attentif à ça. Et aussi, dans l'intersectionnalité, c'est qu'il n'y a pas de valeur, c'est-à-dire que c'est pas pire d'être opprimé parce que tu es noir, qu'être pire d'être opprimé parce que tu es femme, d'être pire d'être opprimé parce que tu es pauvre. Tout ça est égal, en fait. Tout ça a une valeur aussi importante. Et donc, c'est pour ça qu'il faut être très, très attentif. Il n'y a pas de neutralité, mais en tout cas, être situé, savoir d'où on parle, ça, c'est super important, justement, pour pouvoir éviter certains écueils et de temps en temps se remettre une petite baffe et dire, OK, n'oublie pas que tu as quand même ce privilège-là par rapport à d'autres, etc. Je l'ai encore vécu pas plus tard qu'hier. J'ai lancé un nouveau groupe de travail dans mon taf avec des femmes migrantes.
C'est des femmes qui ont une place particulière dans mon cœur parce que je me rends compte qu'elles sont, surtout quand elles sont sans papier, c'est vraiment le cœur de l'intersectionnalité pour moi. Parce que c'est des femmes qui sont racisées, ce sont des femmes qui sont souvent sans revenus ou en tout cas pas dans une capacité de gérer elles-mêmes leur argent. Elles sont souvent avec des séquelles physiques parce que c'est pas des femmes qui ont pris l'avion, sont arrivées. En général, il y a eu un trajet de plusieurs années pour arriver en Belgique, ou alors elles sont dans des situations de violence conjugale qui sont extrêmement graves. Je relativise, effectivement. Ça n'enlève pas que ce que j'ai pu ressentir dans le cadre de quand j'ai été victime de violence ou quand j'ai vécu une situation sexiste. Ça n'enlève rien au sentiment que j'ai ressenti, mais je me suis dit, il y a quand même des choses dont que ma place dans l'échiquier social, j'en ai été protégée parce que j'avais les moyens de me soigner, parce que j'avais une famille aimante, j'ai toujours une famille aimante, j'ai un job, etc. Je me rends compte à quel point elles sont fragilisées, mais elles ont aussi une force en elles qui balaye parfois tous mes doutes. Parce que je me dis, mais de quoi tu te plains ? Alors, ça ne doit pas être un piège. C'est pas pour ça que je dois arrêter de lutter contre la charge mentale, de lutter contre le sexisme dans mon travail ou ailleurs. Mais je me dis, ça éclaire mon ethnocentrisme. C'est-à-dire que aussi cette position parfois condescendante que je pourrais avoir sans le faire exprès par rapport à des femmes qui viennent d'autres pays. Est-ce que toi, ta double identité belgo-congolaise, est-ce que c'est quelque chose qui aussi t'apporte cet éclairage où tu peux switcher d'un modèle à l'autre en disant ouais, mais là il y a des trucs à aller chercher qui sont quand même super chouettes. Ouais, je pense que j'ai été peut-être un peu comme les mamans congolaises. Je veux dire, s'il y a une fête, l'enfant, c'est pas moi qui vais aller dormir parce que je suis avec un enfant, qu'on mette l'enfant dans un coin, qui s'habitue à la musique et nous on continue à faire la fête, quoi. Ce serait plutôt de cet ordre-là. L'indépendance aussi, je suis quelqu'un qui est beaucoup sur les routes et qui, je travaille de manière indépendante, donc forcément ça m'oblige à être absente de la maison régulièrement. Je pense que mes enfants sont eux-mêmes autonomes beaucoup plus rapidement que leurs copains de classe, parce que parfois tu n'as pas le choix logistiquement quand tu es en famille monoparentale, et je pense qu'il y a ce petit côté un peu plus cool, plus détendu, on va dire, que j'ai de mes racines africaines où, ma foi, si l'enfant reste tout seul jusqu'à 22 heures, il y a pas, heureusement, il n'y a pas mort d'homme. Heureusement, il n'y a pas mort d'homme. Donc, je pense que j'ai une espèce de truc un peu peaceful. Et puis, surtout, j'ai une famille qui a pu prendre le relais, enfin, des parents et une mère notamment fantastique en termes de, déposer les enfants. Évidemment, déposer les enfants quand ils étaient petits, c'était quasi tous les week-ends. Enfin, je n'avais personne dans les jeunes mamans autour de moi qui pouvait se dire tous les week-ends, je peux compter sur ma mère. Et puis ma belle-mère qui était là en relais la semaine, etc. Donc moi, le village, j'ai l'impression que je l'avais autour de moi pour élever mes enfants. Donc cette notion il faut tout un village pour élever un enfant, je pense que je l'avais, que j'étais moins isolée. Puis il y a les marraines, puis on peut toujours demander, mais effectivement il faut oser demander, et je pense que ça c'est quelque chose qu'on a peut-être moins dans mon côté belge. Je vous dis non, tu te débrouilles, tu assumes, tu as voulu un enfant, maintenant tu t'en occupes, etc. Là où il y a plus, on prend les enfants chez les uns, chez les autres pour les entraînements, etc. On s'arrange, qu'il y a peut-être plus dans la diaspora, en tout cas dans ce que je constate. En tant que militant, je trouve que c'est parfois un peu fatigant aussi de se dire il y a plein de solutions, mais c'est toujours sur mon temps privé et mon investissement privé que je vais devoir le mettre en place. C'est pour ça qu'il y a des burn-out militants. Hein. Oui. Quand tu te soucies de rien, en fait, tu as la vie belle, tu as la vie tranquille. Si en fait tu t'en fous de tout, si tout est fait, si la pensée magique, ton frigo, en fait, quelqu'un a pensé à acheter des repas équilibrés, etc. Plus tu es soucieux des gens, du confort des gens, confort émotionnel, confort logistique, etc. On a des vies crevantes. Hein. On a vraiment se soucier de l'autre dans tous ces aspects, c'est extrêmement épuisant. Et puis pour pouvoir compenser ce manque de moyens, finalement, de compenser le fait que la société ne nous permet pas de mettre en place nos droits au sens vraiment fondamental, et qu'on doit à chaque fois nous prendre ce relais, c'est-à-dire aider les autres, être là pour les autres, c'est important, je suis très contente de le faire, mais à un moment donné, je me dis, il y en a marre de suppléer finalement les manquements. Et dans la charge mentale notamment, on le voit. Enfin, qui s'occupe des parents malades, qui s'occupe des enfants malades, qui prend en charge toute une série de services.
et qui sont non rémunérés, bien évidemment. C'est nous. Ben oui, ce qu'on Voilà. appelle la taxe blanche. Je rebondis sur le spectacle Pauvre fille, parce que Oui. je dresse vraiment toutes les taxes que la société nous impose entre ce qu'on fait en étant payé moins, entre ce qu'on fait gratuitement, entre ce qu'on nous prend et entre ce qu'on doit dépenser en plus. Il y a toute une série de taxes. Et la taxe blanche, enfin, le CARE, c'est quelque chose qui est tellement essentiel. Mais tellement gratuit, Voilà. tellement gratuit que c'est quelque chose qui est hyper important, mais qui nous appauvrit en fait. Tout à fait. Oui, moi, ça me fait très peur. Et alors, la taxe rose aussi, hein, le fait qu'on a des dépenses qui sont Liées à plus des sites. chères parce que c'est rose. Justement, ton rasoir rose, tu vas le payer plus cher que ton rasoir bleu. Et en plus, tu es Mais les obligé d'acheter un pigments, rasoir. Les pigments coûtent tellement plus cher. Voilà, c'est ça, oui, oui, tout à fait. Et puis, tu es obligé d'acheter un rasoir parce qu'il ne faut pas que tu aies de poils. Et moi, j'adore les illustrations, voir un mec mais recouvert de poils et qui dit à l'autre, tu pourrais quand même te raser, hein, sa Exactement. compagne. Négligé. Ouais. C'est négligé. Et toi, tu fais oh, oui, d'accord. Et en même temps, je le fais. Enfin, je me rends compte que mon esthétique à moi est influencée par l'éducation que j'ai eue dans les années 90-2000. Et ce lâcher-prise qu'ont les jeunes femmes qui commencent à dire, moi, je rase pas mes poils, ou qui le font quand ça les arrange, en fait. Je suis en totale admiration. Je me dis, mais quelle liberté. liberté. Ah ouais, alors, du coup, franchement, ça fout parfois aussi la pression. Ouais, moi je crois que je dois être la seule esthéticienne du royaume qui s'épile pas. Donc franchement, C'est génial. donc je me suis lâchée la grappe. Et surtout, c'est vrai que j'ai un compagnon qui s'en fout en fait complètement. Et c'est vrai que voilà, quand t'as quelqu'un qui te on peut parler de tout en antenne. Quelqu'un qui va te dire, moi je te lèche pas si t'as des poils. Ben forcément, tu vas t'épiler. Quoi. Si t'as déjà quelqu'un qui te regarde, tu peux déjà être en insécurité par rapport à ton corps. Et si t'as quelqu'un où tu vois qui regarde ta culotte, qui te dit, oh non, moi je mets pas ma langue là-dedans. Enfin. Voilà, de toi-même, tu dis, bon, allez, pour son confort, c'est vrai, voilà, je vais le faire. Bon, l'inverse n'est pas toujours réciproque, évidemment. Non, mais donc, effectivement, c'est vrai que c'est une pression sociale et individuelle aussi qui est exercée sur nos corps. En fait, moi, ado, j'étais assez complexée de mes poils. J'ai un peu hirsute, tu vois, donc j'ai de la moustache, des poils, etc. Et donc, ça a été vraiment un combat âpre, on va dire, dans mes années d'adolescence et de jeune fille. Là, je m'en suis bien tirée, je trouve. Hein. Voilà, j'ai de la moustache. Maintenant, j'ai même de la barbe, je pense. Ah, ça commence ça aussi. commence, donc je m'en fous un peu. Mais ce n'est pas, c'est un exercice. Hein. C'est un exercice en soi de se réapproprier son corps, de se dire, en fait, le combat est vain. C'est comme les nanas qui essayent de rester jeunes. En fait, le combat est perdu d'avance. Donc, déstresse-toi. Moi, ça aussi, le poids, on peut pas dire que j'étais hyper voilà, j'ai toujours, quand je vois mes deux grand-mères, bon, voilà, elles étaient comme moi, donc je me dis qu'il y a quand même un côté génétique, je serai jamais quelqu'un de fin. J'ai des gros os, hein, comment on dit, j'ai des gros os. Paraît que c'est une bonne blague, hein, ça. On a tous plus ou moins le même squelette en fonction du sexe et de l'âge. Nos os ne pèsent pas plus lourd, vraiment. Donc voilà, ça c'est vraiment les choses sur lesquelles je me suis vraiment lâché la grappe. Manucure aussi, voilà, vraiment, il y a une occasion où je vais le faire vraiment pour dire que je le fais. Mais ça, c'est supprimé. Et alors, ce qui est marrant, c'est que j'avais un institut de beauté classique il y a 15 ans et je n'ai quasi plus de beauté. C'est-à-dire, j'ai plus de manicure, j'ai plus de maquillage, j'ai plus d'épilation, j'ai plus de soins minceurs. Donc, je reste vraiment à un institut avec un institut militant où je fais juste du bien. C'est-à-dire, tu as les massages. Tu as du massage, en voilà, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que quand on devient du coup militante et qu'on est ouverte sur les questions justement d'oppression de nos corps, en tout cas, moi, ça a été une évidence, même si au niveau du chiffre d'affaires, c'était pas évident au début, de se dire, en fait, je vais pas reproduire et me faire du pognon sur ce que je dénonce dans mes textes. En fait, c'était juste pas possible. Et donc, c'est vrai que depuis, je suis devenue un institut très court au niveau de la carte de soins, mais qui fonctionne parce que j'ai aussi une clientèle qui me ressemble, en fait, tout simplement, et pour qui je pense que trouver belle passe par se sentir bien et pas l'inverse, là où on essaie toujours de dire, mais une fois que tu seras belle, tu verras, tu te sentiras bien. Je pense que c'est faux. En fait, c'est qu'il y a une espèce de fuite vers l'avant infinie et hyper chère qu'on impose aux femmes, alors qu'en fait, une fois que tu te sens bien, en fait, tu rayonnes et après, oui, tu peux t'aider. Et si tu sens que tu as besoin de te mettre 2-3 piqûres pour faire du botox, c'est comme pour le féminisme, fais-le. Si tu sens que tu seras bien, fais-le. Mais voilà, je crois que je suis relativement en paix avec moi-même.
Alors, encore 2 questions. Pour toi, quelles sont les thématiques féministes que tu trouves encore trop peu explorées dans les discussions ou dans les arts ou dans tous les domaines de la société? Des choses que tu voudrais pouvoir voir émerger? Je vais revenir avec Pauvre fille, justement, avec les thématiques de l'indépendance financière. Après, ça bouge pas mal, hein, parce qu'une fois que tu t'intéresses à un sujet, tu Oui. vois qu'en fait, il y a plein de choses qui sont autour de ce thème-là. Ça pouvait être un peu plus mis en avant, ce serait bien. J'aimerais bien aussi qu'on puisse parler de féminisme avec justement le prisme de l'intersectionnalité et de voir c'est quoi un féminisme africain, c'est quoi un féminisme musulman. C'est parfois étonnant de comprendre et d'entendre et de lire, en fait, moi je suis plutôt dans la lecture, de lire en fait des textes d'autrices et de militantes d'une autre culture que la nôtre, de se rendre compte c'est quoi être militant en Amérique latine par exemple, etc. Et de voir tous les points de convergence qu'il y a entre nous, mais aussi des choses comme la religion, par exemple, qui est quelque chose d'assez important dans pas mal de cultures du monde. Nous, on est plutôt athées, etc. On a plutôt un regard un peu presque suspect sur la religion. Ne parlons pas des sorties du pape récentes, mais il y a des femmes pour qui la foi est quelque chose de fondamental et ne pas essayer de comprendre ce qui les anime et ce qui fait que, etc. C'est aussi prendre un espèce de truc, tu disais le mot condescendant tout à l'heure, c'est aussi quelque chose qui est important. S'il pouvait y avoir plus de ponts entre les féminismes géographiquement parlant, ce serait bien. Après, il y a toujours la barrière de la langue, évidemment, donc c'est ça qui nous cantonne un peu aux militantes francophones au Canada, en Afrique, etc. Mais c'est vrai que moi qui maîtrise pas super bien l'espagnol, l'anglais ça va relativement bien, mais l'espagnol, voilà, moi je sais que je suis privée d'une partie très très importante des militantes de la surface de la Terre. Donc ça, c'est vrai que s'il pouvait y avoir plus de traduction, voilà. Il y a quelques traductrices extra, Julie Robert entre autres, qui travaillent beaucoup à la traduction des textes. S'il pouvait y en avoir encore plus, qu'on ait accès, voilà, à ces points de vue différents, ce serait vraiment bien. Que tu peux donc nous expliquer tes projets? Donc, il y a ton spectacle, Pauvre fille. Tu peux nous dire quand est-ce qu'on va pouvoir venir le voir? La grande première, ce sera au Théâtre National le 21 mars à Bruxelles. Et puis il y a 8 dates qui sont planifiées après. Super. Donc ça c'est cool, à Namur, à Bruxelles pour le moment. Là, on part en résidence de création, la dernière à Avignon au mois de décembre pour finaliser génial. tout. Donc ça va être bien et ça va être accompagné d'un livre justement qui reprendra le texte du spectacle, mais aussi la taxe rose c'est quoi, qu'est-ce que j'entends par la taxe grise, la taxe mauve, etc. Donc pour vraiment voir un petit peu toutes les taxes, on va dire, sociétales qui paupérisent les femmes. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel j'avais travaillé dans mon master en genre et qui me tenait à cœur de mettre en scène. Et je travaille avec l'illustratrice Magadi, qui est une BDiste, une jeune BDiste qui fait les planches qui illustrent justement chacune des taxes. Donc là aussi, c'était important pour moi de bosser avec des nanas pour ce projet-là. Et je suis sur scène avec Sarah Machine, qui elle sera à la basse et aux machines, justement, pour une musique funk électro sur ce thème-là. Donc c'est parler de féminisme avec humour, parce que c'est un peu stand-up. Je sais que tu aimes bien le côté justement cabaret, donc il y a un côté un peu burlesque. On appelle ça glumour, parce que c'est vraiment, c'est glamour, mais voilà, tu vois un peu. Donc ce sera en tout cas dans cette veine-là. Donc ça c'est pour ce projet-là. Et là je suis en train de rédiger un recueil sur le Caire, justement, qui sera lui plus un recueil de poésie contemporaine sur l'art de prendre soin et sur le stress vicariant, donc le stress très précis des personnes qui ont une relation d'écoute et une relation de soin aux autres. Voilà, c'est un burn-out un peu particulier. Et c'est ce type de burn-out que je vais explorer justement, parce que j'en ai souffert, on va dire, juste après le confinement, à travers la poésie. Ah super, ça va intéresser mes collègues, le burn-out du Caire. Voilà. On est un peu désignés aussi. Ouais, toutes les personnes qui ont une relation d'aide, voilà, on n'est plus sujet à avoir par contamination les soucis des autres qui viennent se greffer. Oui, il faut faire très attention à ça. Voilà. Et il n'y a pas beaucoup de suivi, de nouveau par manque de temps et d'argent dans le secteur
sociale, culturelle, artistique par rapport à ça. Et il y a des choses à mettre en place de nouveau. Super, super. Bah, écoute, moi, je serais un jour ravie de travailler avec toi, si tu es d'accord, dans les années qui viennent, parce que c'est sur la ménopause. Parce qu'il y a un énorme... On va une bouffée de chaleur. Là. Voilà, c'est parce qu'on se rend compte avec mes collègues que ça a un impact sur la carrière des femmes. Que c'est pas assez mis en avant, quels sont les effets de ce passage, qu'on en a souvent honte, qu'on le cache, qu'on ne connaît pas en fait, et on ne sait pas que c'est ça parfois. C'est pas forcément bien suivi aussi. Il y a des choses aussi qui bougent à ce niveau-là, mais il y a vraiment un rapport entre cette étape de la vie et le travail, le fait d'être active ou pas. Et on aimerait bien creuser cette question pour que ça devienne... que ce soit reconnu et qu'on puisse mettre des choses en place pour accompagner cette étape de la vie. Et on pourra aussi partager quelques infos sur l'andropause, qui est encore plus mal connue et que les hommes ignorent joyeusement. Voilà, donc il y a plein de choses encore à mettre en place. En tout cas, Julie, je te remercie très très fort d'être venue. C'était un vrai plaisir, hein, et je pense que ça va nous donner un épisode de qualité. Merci d'avoir écouté cet épisode 2 de la saison 2 des Red Flagueuses. Alors, il se termine un peu abruptement, j'en suis désolée, mais dans l'enthousiasme de l'enregistrement de l'émission, j'ai oublié de prendre nos au revoir en compte. Mais finalement, c'est pas vraiment un au revoir qu'on se fait avec Julie, c'est un tout bientôt, puisqu'on pourra la voir sur scène dans le cadre de son spectacle Pauvre fille, que je vous recommande déjà sans l'avoir vu, mais je suis certaine que ça va être génial. Je voulais aussi vous rappeler que si vous avez envie de soutenir le podcast, vous pouvez partager, liker, commenter. Un tout grand merci à Zéro d'Aéro, qui est notre première tipeuse. C'est un moment important pour moi parce que ça veut dire qu'il y a au moins une personne sur Terre qui a envie d'investir dans mon projet. Hein, voilà, on espère que vous allez être un petit peu plus nombreux, un petit peu plus nombreuses pour m'aider à développer le podcast. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour un épisode spécial Halloween. Bisous.